du bon usage des barbelés, un texte de Olivier Siran paru en décembre 2018, épisode 2. Un retour sur les épisodes précédents s'impose. Fin septembre 2018, 3 médias classés plutôt à gauche, Politis, Regard et Mediapart, publient conjointement un manifeste pour l'accueil des migrants signé par 150 personnalités. À partir d'un tableau succinct, pour ne pas dire sommaire, du bain de xénophobie où clapotent les décideurs politiques de France et d'Europe, leur texte se borne à affirmer que, ouvrez les guillemets, la liberté de circulation et l'égalité des droits sociaux pour les immigrés présents dans les pays d'accueil sont des droits fondamentaux de l'humanité. Fermez les guillemets. Pas de quoi se rouler par terre, mais, dans le contexte de sa parution, ce bref rappel à un principe de décence élémentaire fait l'effet d'une bulle d'oxygène. Il intervenait quelques jours après la décision du gouvernement Macron d'interdire à l'Aquarius, alors le dernier navire de sauvetage encore actif en Méditerranée, d'accoster en France et d'y débarquer les 58 rescapés recueillis à son bord. C'est qu'il est inconcevable, pour les start-upers en chef de la nation, de déroger à leur politique de non-assistance aux naufragés. L'un des rares sujets sur lesquels les membres de l'Union européenne n'ont eu aucun mal à se mettre d'accord. On est déjà bien assez occupé à traquer les migrants sur notre territoire et à leur administrer un luxe inouï d'épreuves et de brutalité en tout genre pour se soucier d'en accueillir d'autres. Le droit d'asile, dorénavant, ce sera au fond de l'eau ou dans les camps libyens. 2 semaines plus tôt, des hommes, des femmes et des enfants naufragés près des côtes maltaises avaient lancé un appel de détresse aux secours italiens qui firent la sourde oreille. Plus de 100 personnes seraient mortes noyées, tandis que les gardes-côtes libyens, une milice de rabatteurs opérant en sous-traitance pour l'UE, ramenaient les survivants dans les geôles de Tripoli. Externaliser la protection de nos frontières maritimes méridionales vers un pays en ruine dominé par des clans mafieux a ceci d'immensément commode que nul ne se formalisera du sort qui les attend là-bas. La faim, les viols et les tortures passeront inaperçus. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Quand, le 19 septembre 2018, le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, sonne une nouvelle fois l'alarme en qualifiant de, ouvrez les guillemets, cauchemardesque, fermez les guillemets, les conditions de détention dans les camps libyens, personne à Rome, Paris ou Berlin ne bronche. 1 mois plus tôt, le décompte de l'Organisation internationale des migrations, OIM, évaluant à 17 000 le nombre de morts en Méditerranée depuis 2014, estimation basse, n'avait pas non plus soulevé d'émotions particulières. Entre parenthèses, à l'heure où j'écris ces lignes, en décembre 2018, on apprend que l'Aquarius, immobilisé dans le port de Marseille, ne reprendra plus la mer. Pourquoi ? Parce qu'après avoir été privé de son pavillon panaméen sur l'intervention de l'Italie et avec la complicité des autres pays européens, le navire de sauvetage a échoué à se trouver un pays d'attache. Alors que le plus pourri des cargos poubelles peut battre pavillon sans la moindre difficulté, on s'arrange pour refuser ce droit à un bateau dont la fonction consiste à secourir des naufragés. Pestiférer l'Aquarius pour la seule raison qu'il sauve des vies. Que pareille obscénité se déroule sous nos yeux sans que nul ne moufte en dit long sur l'accoutumance de nos sociétés à la noyade de masse comme outil de gestion des flux migratoires. Dans un tel contexte, tout ce qui peut nuire aux intérêts des maîtres de la forteresse me paraît bon à prendre. Je précise, à toutes fins utiles, que je n'ai rien à vendre à Politis, Regard ou Mediapart, que les défendre n'est pas mon affaire et que, d'ailleurs, je n'ai pas non plus signé leur manifeste. D'abord parce que je dispose d'autres moyens pour m'impliquer, ensuite parce que ces grandes pétitions par voie de presse, indexées sur la notoriété de leurs premiers signataires, se passent fort bien de mes services. Mais je me serais bien gardé de dissuader quiconque de le faire. On le savait bien, de toute façon, que cette initiative serait sans effet concret sur le calvaire des migrants et des migrantes, hors ou au sein de nos frontières.
On est peut-être borné, mais pas idiot. Cela n'a pas non plus échappé aux associations qui l'ont signé, dont l'Auberge des Migrants, Roya Citoyenne, le BAHAM, Utopia 56, le GISTI, la CIMAD, la FASTI, les coordinations de sans-papiers et d'autres encore. Si ces collectifs, dont l'existence n'est jamais mentionnée par Frédéric Lordon, ont jugé bon malgré tout de s'associer au texte, c'est probablement qu'ils lui reconnaissent quelque utilité. Celle, par exemple, de faire entendre un autre son de cloche que le fracas des macronistes, valsistes, ciotistes, lepénistes et éditorialistes. Personnellement, je cherche encore le coton-tige miracle qui m'ôtera du coin de l'oreille la voix de ce type de valeurs actuelles, François Dorcival, invité permanent des informés de France Info et incarnation chevrotante de la hargne migranticide, exhortant Emmanuel Macron à ne surtout pas céder au, je cite, chantage à l'émotion, fin de citation, des survivants de l'Aquarius. Ce genre de son, à force de tourner en boucle sur toutes les antennes, ça vous colle au pavillon comme un furoncle. Mais le principal intérêt du texte, du moins aux yeux des personnes engagées sur le terrain, c'est qu'il semblait offrir l'occasion aux diverses chapelles de la gauche de se retrouver sur un dénominateur commun, l'urgence de mobiliser leurs forces pour ne plus laisser les gens mourir noyés ou fracassés au pied de nos forteresses, de cesser de tortiller et de mettre de côté les bisbilles pour faire de cette question-là une priorité commune. Mais c'était encore trop demandé. Au lieu de fédérer les forces de progrès, avec guillemets de rigueur, l'initiative aboutit en fait à creuser un peu plus l'une de ces lignes de fracture les plus béantes. D'un côté, le gros de la gauche non mélenchoniste, allant du groupuscule amoniste jusqu'au NPA, en passant par le PCF, ainsi qu'un large éventail de syndicalistes, de militants et de militantes et de responsables associatifs, tous signataires du texte. De l'autre, la France insoumise, repliée sur son hégémonie, qui refuse de le signer et érige ce rejet en ligne officielle du parti. Pour justifier leur rebuffade, les théoriciens de la FI vont déployer un argumentaire contrasté où la vexation de n'avoir pas été consultés par les auteurs du manifeste se mêle au reproche de ne point y voir nommément accusé Emmanuel Macron, comme si la responsabilité de ce dernier dans la situation décrite n'allait pas de soi. On daube aussi sur la présence parmi les signataires de Benoît Hamon, preuve putative de leur accommodement avec les reliefs carbonisés du Parti socialiste, comme s'ils étaient encore en capacité de nuire et comme si Mélenchon, revenu d'un PS dont il fut membre pendant 32 ans, était le mieux placé pour donner dans ce domaine des leçons de savoir-vivre. On voudrait nous enfumer qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Quand Lordon, dans son entretien, fustige longuement une opération de, ouvrez les guillemets, retournement de veste en loose dé, auto-blanchiment symbolique, unanimité morale, fermez les guillemets, on lui concède volontiers qu'il y a parfois des jonctions surprenantes. À preuve, la manifestation parisienne des Gilets jaunes du 1er décembre, soutenue par la France insoumise, une partie du NPA, attaque les cheminots de Sudrail, le comité Adama et Frédéric Lordon lui-même, mais aussi par Marine Le Pen, les Patriotes et l'Action française. Quoi que l'on pense de cette juxtaposition insolite, on peut supposer que la présence d'un ex-hiérarque socialiste sur les Champs-Élysées ce jour-là n'aurait pas posé à Lordon un problème insurmontable. La question est donc, pourquoi serait-elle rédhibitoire dans un cas et pas dans l'autre ? En fait, la position de la FI est surtout d'ordre stratégique. Dans un espace politique de plus en plus imbibé de fachosphère, les stratèges du parti estiment que faire campagne sur des thèmes susceptibles de braquer une partie de l'électorat,
immigration, racisme, islamophobie, sexisme, violence policière, etc., ruinerait leurs chances de victoire. Remporter les scrutins imposerait d'y aller mollo sur les sujets qui fâchent et de mettre le paquet sur le « ouvrez les guillemets social » fermez les guillemets, entendu comme un moyen de ramener dans le bercail de la gauche les brebis égarées à l'extrême droite. En juin dernier, 2018, François Ruffin avait théorisé cette mission pastorale dans un article du Monde diplomatique, racontant sa campagne électorale victorieuse de 2017 dans sa circonscription de la Somme, ravagée par la précarité et les délocalisations. Il y explique que ce n'est pas avec du vinaigre que l'on attire les sympathisants de Marine Le Pen. Je cite « Maintenant, à leur chute économique et sociale, il faudrait ajouter une autre condamnation, politique et morale, qu'ils votent FN, se reconnaissent dans un parti ostracisé, et leur exclusion en sera légitimée. La double peine. » Fin de citation. L'ostracisme dont serait victime le FN ne saute pas aux yeux, les chefferies éditoriales ayant plutôt tendance à lui cirer les bottillons, mais on comprend bien l'idée de la main tendue. Ouvrez les guillemets. Le FN, je l'attaquais peu, poursuit-il. Comment des gens qui vont mal socialement, économiquement, croiraient-ils que Madame Le Pen ou son père, qui n'ont jamais gouverné le pays, sont responsables de leur malheur? Le FN se combat en ouvrant une autre voie aux colères, à l'espoir, en offrant un autre conflit que celui entre Français et immigrés. Que les certitudes en toi te portent vers le combat le plus juste pour toi. Combattre le racisme consisterait donc à le balayer sous le tapis et à n'endosser que les revendications jugées peu ou prou lepéno-compatibles. Le cas de Ruffin démontre qu'une telle stratégie peut en effet s'avérer ponctuellement gagnante. Elle présente néanmoins un inconvénient, celui de devoir expliquer aux populations issues de l'immigration post-coloniale que leurs préoccupations particulières, liées aux diverses déclinaisons du racisme d'État, ne font pas partie des thématiques sociales retenues comme pertinentes par le parti et doivent donc être sacrifiées à la bonne cause. Le soutien inconditionnel et tonitruant apporté par la FI aux Gilets jaunes, et cela dès les premiers jours, quand l'imbrication de l'extrême droite dans le mouvement ne pouvait guère être ignorée, s'inscrit dans cette même hiérarchie des priorités. On ne s'offusquera pas qu'au milieu de la détresse sociale, des fins de mois invivables, des Dupont-Lajoie sonnent la chasse aux migrants et aux migrantes, ou que des grandes gueules locales imposent la, ouvrez les guillemets, baisse des charges, fermez les guillemets, ou la, ouvrez les guillemets, diminution de l'assistanat, fermez les guillemets, dans le cahier de doléances du mouvement, du moment que l'occasion se présente d'aller chanter la Marseillaise avec son cœur de cible. Mais on ne peut durablement gagner sur les deux tableaux, comme le suggère la récente défaite de la candidate FI à l'élection législative partielle d'Évry dans l'ancienne circonscription de Manuel Valls, où l'abstention a atteint le niveau stratosphérique de 82%. Le message ne suscite pas forcément l'enthousiasme dans l'électorat populaire racisé. Ruffin a eu beau se rendre sur place pour instruire les habitants et les habitantes des HLM que leur, je cite, « bulletin était un enjeu pour la patrie », fin de citation, la pêche aux voix, cette fois, n'a pas fonctionné. Appliquée à la question migratoire, cette stratégie périlleuse contraint la FI à marcher sur des œufs. D'un côté, elle doit tenir compte de la présence en son sein d'individus sincèrement acquis à la cause du droit d'asile, comme Daniel Obono, qui s'est âprement battu à l'Assemblée nationale contre la loi Asile et Immigration, ou comme nombre de militants ici ou là. De l'autre, elle doit donner des gages aux électeurs alléchés par l'extrême droite qu'il ne saurait être question d'ouvrir les frontières comme ça à n'importe qui, pensez donc. C'est là que la figure du « no border » se révèle d'une irrésistible utilité. Pour se sortir de la position délicate où les place l'initiative de Politis, Regard, Mediapart, Jean-Luc Mélenchon et ses amis vont accuser ses initiateurs de vouloir démolir les frontières, ce patrimoine de l'humanité que nous chérissons tant. Un passage dans le manifeste va leur en fournir l'occasion. Ouvrez les guillemets. Il est illusoire de penser que l'on va pouvoir contenir et a fortiori interrompre les flux migratoires.
À vouloir le faire, on finit toujours par être contraint au pire. La régulation devient contrôle policier accru, la frontière se fait mûre. On pourrait pinailler sur sa formulation, mais le constat est juste. N'importe quel exilé à la rue vous le confirmera. L'État a beau lui construire des barrières électrifiées, le traquer avec un détecteur à battement cardiaque ou l'empêcher à coups de tonfa de se poser sur un bout de trottoir, tant qu'il respire, il continuera de se glisser par un trou de souris. Les frontières tuent, mutilent, séparent, mais elles ne dissuadent pas les candidats au voyage de tenter leur chance. Pour prétendre le contraire, il faut vraiment ne rien connaître au sujet. Fin de l'épisode 2. Musique, Dennis Brown, chante Gregory Isaacs. Et Be Aware de Rokia Traoré.